Cerné de toutes parts par l'océan, Cadix est surnommé la Tacita de Plata, la petite tasse d'argent. La tradition navale y est profondément ancrée. La cité possède un grand atout stratégique, sa proximité avec Gibraltar. Un vieux chantier naval est en vente et Etxebarrieta y voit une occasion en or. Mais cela demande un très gros investissement. Sans hésiter, il vend sa flotte pour financer ce projet. Il espère récupérer son investissement et faire rapidement de gros profits grâce aux besoins générés par la guerre. Pendant la première décennie du XXe siècle, la construction navale connaît de considérables changements en passant à la production en masse. Et c'est la première chose qu'Etxebarrieta prend en considération en construisant 2 cales supplémentaires. Elles lui permettront de fabriquer 3 navires de tonnage équivalent en même temps. Voilà comment il se lance dans le secteur. Un an après son achat, le chantier naval célèbre sa renaissance. Les premières mises à l'eau ont lieu fin 1918. Il s'agit de 6 bateaux à vapeur de taille moyenne, construits pour un marché encore dominé par la guerre. Non loin, le U-128 regagne sa base. En tant que lieutenant, Canaris réalise enfin son rêve le plus cher, être aux commandes d'un sous-marin. Il a pour ordre de cesser le feu et de rentrer en Allemagne. À Kiel, il se trouve face à ce qui est pour lui inimaginable, une mutinerie générale. Le mouvement prend de l'ampleur et gagne les grandes villes de l'Empire. Guillaume II est forcé d'abdiquer et de s'exiler. Au milieu de ce chaos, les différentes forces politiques parviennent à un accord. Reconstruire une Allemagne nouvelle, la République de Weimar. Pour Canaris, qui revient à Kiel après la guerre, comme pour tous les officiers de son âge et de son milieu, c'est un choc terrible d'arriver au port de Kiel et de voir voler au vent les drapeaux rouges de la gauche. Pour eux, c'est toute une vision qui s'écroule. Se pose alors un véritable problème identitaire. Qu'allait-il advenir de la patrie de leur père dans les semaines et les mois à venir? Le 11 novembre à 11 h, les hostilités cessent. Fini la guerre, c'était la dernière. Toute l'Europe célèbre la fin des combats, sauf l'Allemagne, où la lutte se poursuit entre ceux qui prônent la révolution soviétique et ceux qui aspirent au retour du régime impérial. La démocratie fait ses premiers pas lors de ces luttes dans la rue. Canaris fait partie de ceux qui se sentent trahis. Son attachement au Kaiser et à l'Empire le fait collaborer avec l'extrême droite. Les corps francs ou Freikorps sont des milices responsables de plusieurs coups d'État militaires ratés et d'opérations diverses. Les plus violentes d'entre elles aboutissent à l'assassinat de ce qu'ils appellent les Spartakistes. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les porte-paroles de la classe ouvrière, sont brutalement tués après leur arrestation par la police. Canaris semble être impliqué. Il a aidé un des meurtriers de Luxembourg et de Liebknecht à s'évader de prison. Il était devenu très proche des activités criminelles de la droite contre-révolutionnaire. Trop exposé à l'opinion publique, Canaris est sommé de faire profil bas. L'amirauté lui trouve un poste discret dans la marine. Il s'y retire en attendant que ses services soient à nouveau requis.
Au début des années 1920, Madrid est le quartier général idéal pour les hommes d'affaires ambitieux. Echevarrieta loge dans un somptueux appartement où se trouvent également ses bureaux. De là, il a une vue imprenable sur le Parlement espagnol. Mais les affaires ne sont plus aussi florissantes en Espagne. Avec la fin de la guerre, la crise gagne la péninsule et touche particulièrement le secteur naval. Sans de nouvelles commandes de l'armée, le chantier naval d'Echevarrieta est en perte de vitesse. Combien de temps peut-il encore le maintenir en activité? Le gouvernement espagnol tente de trouver une parade au désastre économique avant que le pays ne soit complètement paralysé. Il porte ses vues sur le nord du Maroc, où un conflit menace d'échapper à tout contrôle sans intervention rapide. Le dernier protectorat espagnol offre l'occasion de renflouer les caisses de l'État tout en offrant une éclatante victoire militaire. Dans le camp marocain, la résistance est menée par Abdelkrim qui a rallié toutes les tribus locales et déclaré l'indépendance de la République démocratique du Rif. Ce qui devait être une formalité militaire tourne au désastre. 10 000 soldats espagnols tombent sous l'attaque coordonnée des Rifins. 600 seront faits prisonniers. Ce cuisant échec militaire sera appelé le désastre de la bataille d'Anoual. Abdelkrim exige une forte somme d'argent en échange de la libération des prisonniers. En 1922, les autorités espagnoles cherchent désespérément une solution au problème marocain. Ils finissent par choisir Horacio Echevarrieta pour la mission. Abdelkrim accepte Horacio comme médiateur et les négociations commencent. Le 26 janvier 1923, Echevarrieta part de Malaga pour Alocema. Il voyage avec les 4 millions de pesetas exigés en rançon par les Rifins. Après 2 ans de captivité, personne ne sait combien de prisonniers sont encore en vie et si l'opération sera un succès. Le moment de la libération est digne d'un roman d'aventure. Echevarrieta se rend sur la plage pour conduire les négociations avec Abdelkrim et n'hésite pas à risquer sa vie pour libérer les derniers officiers prisonniers qu'Abdelkrim est réticent à laisser partir. Echevarrieta s'offre en otage. Les négociations durent toute la journée. Abdelkrim libère les prisonniers un à un. Ils seront 300 en tout, dont des officiers et un général. Don Horacio ne quitte la plage qu'après la libération du dernier d'entre eux. Avec cette aventure africaine naît une légende. Reçu avec les plus grands honneurs en Espagne, Echevarrieta est considéré comme un héros. En récompense, il décroche le chantier du développement de la Grande Via à Madrid, qui lui vaudra ses plus grands profits. Les commandes recommencent à affluer au chantier naval. Un coup d'État place Miguel Primo de Rivera à la tête du gouvernement espagnol. Le général annonce une nouvelle ère et la nationalisation de plusieurs industries. De grands projets sont en vue. Echevarrieta s'entend aussi bien avec le dictateur qu'avec le roi. Alfonso XIII lui accorde un titre de noblesse, mais en tant qu'ami et républicain, Horacio décline très poliment le titre. C'est alors qu'une vieille connaissance vient toquer à sa porte, le capitaine de corvette Willem Canaris, qui est à Madrid pour une mission très spéciale. La guerre s'est soldée par le traité de Versailles. Les vainqueurs imposent de lourdes sanctions aux vaincus. Pour les Allemands, c'est un accord humiliant qui l'ampute d'une partie de leur territoire et limite leur puissance militaire. Pour beaucoup d'entre eux, l'image d'une armée brisée marque la fin de l'Allemagne. Mais le pire est à venir. Les vainqueurs réclament des milliards de marks or de réparation. L'économie allemande déjà affaiblie s'effondre. Les prix montent en flèche. L'hyperinflation généralise la misère dans le pays. Suite à des retards de paiement, la France et la Belgique prennent le contrôle du bassin industriel de la Ruhr. Cette invasion ne fait qu'attiser le ressentiment de ceux qui désirent le retour de la Grande Allemagne. Aucun officier gradé n'accepte les dispositions du traité de Versailles.
Très vite, ils vont œuvrer pour saper ces restrictions. Ainsi, les troupes allemandes vont coopérer avec la Russie.